Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal. Tout de suite, je vous convie à découvrir avec nous les sommaires. Le président Félix Tshisekedi appelle à l'engagement et à la solidarité africaine pour éradiquer les forces négatives et terroristes opérant dans la partie est de la RDC. Plaidoyer qu'il a fait dans son mot à l'occasion du colloque sur les 80 ans du manifeste de Brazzaville, capitale de la France libre. Célébration ce mardi à Kinshasa du 20e anniversaire de l'adoption de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies et du vernissage du glossaire des termes de la dite résolution. Le vice-gouverneur de Kinshasa a représenté le numéro 1 Jean-Tini Ngobila, empêché. Nous allons démarrer ce journal avec cette cérémonie furtive et sobre. C'est ce qu'on pourrait qualifier la signature du protocole d'accord intervenu ce mercredi 28 octobre au Palais de la Nation entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, représentés respectivement par le ministre congolais de la Défense Emengoi Mukena et par l'ambassadeur des États-Unis accrédité en République démocratique du Congo, Mike Hammer. C'était en présence du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Gilbert Kankonde, représentant personnel du chef de l'État à cette cérémonie, ainsi que du directeur des cabinets ad intérim du chef de l'État, le professeur Dr Kashmir Kolongele Eberande. L'objectif du protocole d'accord, à en croire le vice-premier ministre Gilbert Kankonde, est de redynamiser la coopération militaire longtemps en berne entre les deux pays. Parlons du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a lancé mardi du haut de la tribune du Palais du Congrès de Brazzaville un appel à l'engagement et à la solidarité africaine afin d'éradiquer toutes les forces négatives et terroristes qui sèment la désolation dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il a fait ses plaidoyers dans son allocution à l'ouverture du colloque sur les 80 ans du manifeste de Brazzaville, capitale de la France libre. La suite avec la presse présidentielle. C'est un colloque aux allures d'un sommet des chefs d'État et de gouvernement de pays de l'Afrique centrale. En raison de la pandémie de Covid-19, un protocole sanitaire particulier a été mis en place dans l'hémicycle du Palais des Congrès. Au lieu de restitution de la vérité historique franco-africaine, le colloque de Brazzaville a le mérite d'accorder la parole à 5 chefs d'État et de gouvernement de la République démocratique du Congo, du Tchad, de la République centrafricaine, du Cameroun, du Gabon et du Congo-Brazzaville, pays hôtes. Devant ses invités de marque, le président Denis Sassou Nguesso a mis en exergue le rôle joué par la ville de Brazzaville il y a 80 ans dans la restauration de la souveraineté de la France, une page de l'histoire peu connue et très peu racontée. Pour la France, représentée par son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, Brazzaville compte bien parmi les lieux de mémoire de l'Hexagone. Du haut de la tribune du colloque de Brazzaville, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a démontré que son pays, la République démocratique du Congo, a aussi contribué dans la résistance déclarée en 1940 par le général de Gaulle. Il n'a pas non plus oublié les affres de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est confrontée à l'est du pays à un terrorisme aveugle auquel s'adonnent des bandes armées qui font subir de violences sans nom aux populations et particulièrement aux femmes et aux jeunes filles, tantôt violées, tantôt enterrées vivantes, tantôt décapitées. Comme hier, il est difficile pour un pays de mener seul ce combat. Cette lutte de tous les jours nécessite notre engagement, notre solidarité et la conjugaison de nos efforts pour éradiquer ensemble ce fléau
de notre siècle. L'avenir de nos enfants est à ce prix. Après cette participation active, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a repris son bateau pour la rive gauche du fleuve Congo à Kinshasa. Et dans le même ordre d'idées, les éléments de la police nationale congolaise, ville de Goma, ont arrêté depuis hier mardi 27 octobre 2020 65 étudiants de l'ISTA Goma. Selon le commandant de cette ville qui a livré cette information, ces jeunes se trouvaient en pleine formation militaire au quartier Katindo, non loin de leur institution. La correspondance est d'Almon Ndungo depuis Goma. Ces 65 étudiants, tous les jeunes garçons de l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA Goma, ont été arrêtés aux environs des 3 heures du matin par le commandant urbain de la PNC, le colonel Job Alissa, dans les quartiers Katindo derrière le campus du lac d'Ikinyumba. Il serait en formation militaire, a ajouté le numéro 1 de la PNC de la ville touristique. Nous, la police, nous avons interpellé 65 présumés étudiants à vérifier par le service académique. Nous les avons interpellés de 4 heures, d'ailleurs c'était à 3 heures où ils sont arrivés, et qu'ils reconnaissent avoir fait 2 mois dans ces formations. Et nous les avons interpellés dans le cas de lutter contre l'insécurité dans la ville. On ne peut pas se réveiller dans des heures tardives comme celui-là et que la population constate que ces gens sont en train de s'apprendre à des reillis, à des formations paramilitaires. C'est comme ça que nous les avons interpellés. Ce futur cadre du pays répondait aux ordres de qui et pour quel objectif finalement? Le colonel Job Alissa dit qu'il s'est limité à leur interpellation avant de les remettre à sa hiérarchie. Et à l'interpellation est constant. Notre hiérarchie qui se charge de la police judiciaire pourra prendre des décisions et des orientations. Je continue à dire que ma hiérarchie pourra prendre contact avec le directeur général de l'institution pour nous confirmer si réellement ils sont reconnus et est-ce qu'ils se sont inscrits régulièrement. Ces 65 jeunes étudiants de l'ISTA Goma ont été présentés à l'autorité provinciale par le général Abavan, commissaire divisionnaire adjoint de la PNC Nord Kivu. Par ailleurs, depuis la semaine dernière, le commandant urbain de la PNC continue à mettre la main sur plusieurs présumés bandits qui sécuriseraient la ville actuellement. Parmi eux, 2 nouvelles recrues des FARDC qui normalement seraient envoyées à Kitona pour leur formation militaire, mais vu la Covid-19, ce n'était pas possible. Toutes nos tentatives pour avoir la réaction du directeur général de l'ISTA n'ont pas payé. Goma, Dalmon Ndungo pour Antenne A. Et le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Néron Mbungu, a pris part à la cérémonie organisée ce mardi 27 octobre au Cercle français de la Gombe à Kinshasa en marge du 20e anniversaire de l'adoption de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, célébrée chaque le 31 octobre de l'année, et du vernissage du glossaire des termes de la dite résolution ainsi que de ses résolutions connexes. Reportage. Cette double cérémonie a été présidée par la ministre d'État, ministre en charge du genre, famille et enfants. Dans son allocution, Béatrice Lomea Atilité a rappelé que la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies avait été adoptée à l'unanimité en octobre 2000 au cours d'une réunion du Conseil de sécurité qui avait connu la participation des 193 chefs d'État et des gouvernements. Pour la patronne du genre en République démocratique du Congo, cette résolution est la toute première à étudier de manière spécifique l'impact de la guerre sur les femmes, de même que les initiatives féminines contribuant à la résolution des conflits ainsi qu'à l'édification d'une paix durable. À en croire Béatrice Lomea, depuis lors, le Conseil de sécurité des Nations Unies a lancé un message fort à la communauté internationale en faveur du rôle essentiel des femmes dans la promotion de la paix. C'est dans cette option, a-t-elle ajouté, que le gouvernement RD congolais a adopté les plans d'action national de mise en œuvre de la résolution 1325 du deuxième génération qu'elle a eu l'honneur de porter au niveau du Conseil des ministres en vue de doter le pays d'un outil qui lui permettra de matérialiser son engagement à promouvoir l'égalité des sexes en matière de prévention, de gestion des conflits et de consolidation de la paix et de l'état des droits. S'agissant du glossaire, rédigé par Mme Annie Matundu Mbambi, consultante en droit et développement de l'homme, qu'elle a verni et lancé officiellement
la ministre Lomea a fait savoir que c'est un document important en ce qui concerne la terminologie des termes qui sont consignés dans la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies et de ses résolutions connexes. Représentant les gouverneurs de la ville empêchés, le numéro 2 de la ville de Kinshasa, on a profité pour faire un plaidoyer en faveur des femmes, souvent victimes des conflits et guerres provoqués pour la plupart par des hommes. Pour Néron Mbungu, la femme doit se retrouver dans toutes les institutions et partout où s'y résolvent les problèmes des conflits, car, selon lui, la femme aime la paix et l'amour du prochain. C'est une porte que l'ONU a ouverte pour les femmes. Donc c'est un outil de différents plaidoyers des femmes pour que les femmes puissent s'exprimer, pour que l'ONU, le monde puisse considérer la femme. Néron Mbungu n'a pas manqué à féliciter aussi Mme Annie Matundu pour le travail abattu en rédigeant ces glossières qui, pour lui, constituent un outil important de travail mis à la disposition de tous. Et le directeur général ad intérim de la Direction générale des recettes de Kinshasa, Joseph Isangamela, a échangé les mardis avec les banques commerciales sur la nécessité de se connecter à l'application du système e-tax géré par les partenaires de la ville de Kinshasa, Solitec, lequel système vise le suivi et la traçabilité dans le paiement des impôts et taxes. Suivez. Après la rencontre entre les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, avec les représentants des banques commerciales la semaine dernière, l'heure est à la mise en application des décisions prises par l'autorité urbaine. C'est dans ce cadre que le directeur général ad intérim de la DGRK, Joseph Isangamela, a eu une séance de travail avec les banques commerciales partenaires de la ville de Kinshasa ce mardi 27 octobre 2020 dans la salle de réunion de cette institution. D'entrée de jeu, Joseph Isangamela a tenu à rappeler les décisions prises par Jean-Tiningo Bilambaka lors de la précédente réunion avec ces banques sur l'implémentation du système e-tax. Précédemment, l'autorité urbaine Jean-Tiningo Bila était stricte dans ses dires sur la résiliation du partenariat avec toutes les banques qui ne se connecteront pas à ces systèmes qui visent les suivis et la traçabilité dans le paiement des impôts et taxes dus à la ville. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a été clair à ce sujet. Donc il appartient aux banquiers de s'aligner derrière les recommandations du gouverneur. Parce que nous ne pouvons pas nous soustraire à l'implémentation de cette solution qui est un appui important par rapport à la mobilisation des recettes, que Son Excellence tient ça comme un point très essentiel dans son mandat. Par ailleurs, le directeur général de cette régie financière de la ville n'a pas caché son regret quant à la transmission tardive des relevés bancaires qui, selon Joseph Isangamela, rend non seulement difficile le travail de vérification à temps des recettes du mois, mais également impossible de fournir au ministère des Finances des données fiables. Et la délégation des jeunes professionnels se trouve à Mbandaka dans le cadre du projet réforme de l'administration publique. Elle a été reçue par les gouverneurs des provinces Boloko, Bolumbu, Di Bobo. Les détails dans cette correspondance de José Maza au Soukouma. Audience ce lundi 26 octobre à Mbandaka, le gouverneur de la province de l'Équateur, Bobo Boloko Bolumbu, a reçu en audience une délégation venue de Kinshasa, celle des jeunes professionnels, conduite par M. Job, expert en rajeunissement et responsable du programme Jeunes Professionnels. Notons que l'entretien entre les deux parties avait tourné autour du projet de réforme de l'administration publique PRAP. Au sortir de cette audience, M. Job a expliqué l'objectif de cette rencontre. On veut regarder le futur en termes de carrière. La carrière des jeunes professionnels des ENARC, on a besoin quand même qu'on puisse, au niveau de la décentralisation, au niveau de la déconcentration en province, que l'on puisse trouver une certaine cohérence. Une cohérence qui permette à ce qu'on se rende compte que c'est cette divergence dans les approches qu'à un moment donné, ça puisse être remis à une seule approche, une approche qui amène vers la convergence, et que cette performance et cette approche de
du travail basé sur les résultats puisse rayonner exactement au sein de l'administration provinciale. Signalons que le projet PRAP est financé par la Banque mondiale. L'actualité vue par les autres, Esther Badi Biabia et Damien Maungu aujourd'hui ont tendu leur micro à Julie Sefou, directrice des informations chez B1 Télévision. Selon cette professionnelle des médias, l'actualité reste dominée entre autres par l'interpellation de Joseph Olengankoi à la Cour de cassation. Sur le plan national, c'est vrai que ça dépend. Mais nous, on a retenu peut-être 4 titres pour aujourd'hui. On parle du retour du chef de l'État et de son appel à Brazzaville. Mais on parle aussi du parquet. Donc on a la politique, on a la justice, on a l'Assemblée nationale. Ça, c'est la sécurité, bien entendu, c'est la politique, forcément. Et puis on a l'éducation. Voici les titres que nous, on propose pour exploiter à fond ce jour. C'est par rapport aux guerres à répétition à l'Est. C'est vrai que Félix Tshisekedi, dans son temps, promettait de mettre fin à ces guerres à répétition à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, il a profité de la tribune, justement, de Brazzaville, des manifestes de Brazzaville, pour appeler une nouvelle fois à la solidarité africaine afin d'éradiquer les forces négatives et les terroristes qui sèment la terreur et la désolation dans cette partie du pays. Ça aura été peut-être un énième appel, mais pas de moindre. Il faut que les Africains s'engagent et se solidarisent sur cette voie-là. C'est ce qui est politique, mais en attendant, il est revenu dans son pays, Félix Tshisekedi à Kinshasa, et on pense qu'en principe, jeudi, on pourrait accélérer, si possible, le processus pour entamer les consultations. Olengankoi est interpellé aujourd'hui par le parquet général près la Cour de cassation. Eh bien, c'est une affaire d'argent, des 3 millions de dollars qui se volatiliseraient. On se souviendra, il y a quand même un temps, que la société civile, notamment l'ODEP, avait dénoncé, avait fait une alerte pour dire que l'effectif du départ de cette institution d'appui à la démocratie n'est plus le même aujourd'hui. Et donc, du coup, à chaque paye, il y a toujours des excédents, mais des excédents qui ne rentrent pas dans la caisse de l'État. Et c'était même l'occasion pour Delis Sanga et certaines autres fonds comme ça, politiques ou de la société civile, de demander à ce que le CENSA, par exemple, disparaisse parce qu'on ne voyait plus son objet. Nous allons ouvrir la page sportive. Le Daring Club Motema Pembe s'acquitte progressivement à ses dettes auprès de la FIFA évaluées à plus de 800 000 $ américains. L'annonce a été faite au cours de la conférence de presse que le président des missionnaires Vidi Chimanga a animée. C'était depuis le lundi dernier. Marceline Mazé, Mwakumanya. Assumant les affaires courantes, Vidi Chimanga, le président démissionnaire des DSMP, s'active depuis quelques jours à régler les comptes de son club en conflit avec la FIFA pour non-paiement à temps de certains frais liés entre autres au salaire des anciens sociétaires du club pour lesquels il n'avait pas été saisi à la prise de ses fonctions. Là où j'ai été surpris, c'est peut-être de découvrir un certain nombre de passifs et de lourdeurs qui étaient à charge du DSMP, parce que je n'avais pas été mis en connaissance, en présence des éléments matériels pour savoir que voilà, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois ou au cours de cette saison, nous risquons d'avoir telle sanction. C'est une réalité. Il y a eu des sabotages, il y a eu des choses qui se sont passées, comme je le dis encore une fois, et je ne vais pas polémiquer là-dessus, c'est en interne du DSMP. Mais aujourd'hui, je pense sur 7 ou 8, comment dirais-je, possibilités de sanctions, nous en avons déjà réglé 4. Il en reste 3 ou 4 qui sont en passe d'être réglés. Donc j'y vais étape par étape. Mais comme on dit, donc je compte aussi sur la bonne volonté de tous les Imaniens qui prétendraient pouvoir apporter un plus, de pouvoir venir nous soutenir. Et si ce n'est pas le cas, ben je continuerai, même en tant qu'administrateur. Vous savez, quand j'étais simple supporter, je supportais le club et j'apportais tout ce que je pouvais apporter. Donc moi, le titre de président ne me dit rien. Pour garder l'équilibre de son club, il essaye de satisfaire dans la mesure du possible les prestataires en activité avec l'octroi des véhicules et les paiements de l'heure du mensuel, car le comportement au championnat est assez bon.
Le dimanche du 1er novembre 2020 va démarrer le championnat national de la Lina Foot Ligue 2, phase aller zone ouest, avec la formation des Kouya Sport qui veut remporter coûte que coûte cette édition. Son test sera fait face au Corbeau de Kassangoulou, les différentes combinaisons des matchs avec Patrick Borel Moukindi. Après la Ligue 1, place à la Ligue 2 qui commence le 1er du mois de novembre 2020 avec cette rencontre à la zone ouest. JST Makila, Dibumba, Even, Nord Sport Céleste, les Aiglons, Dijak, Dragon Dombe, MK Mbandaka et Kouya du président Jano Binanou affrontera le tout-puissant Mazembe de Kassangoulou avec la ferme motivation de mieux commencer. Je pense qu'il n'y a pas un club qui vient s'aventurer, donc et tous les clubs sont au point et je pense que vous avez vu comment est-ce que on a fait le transfert des joueurs partout d'ici là et je pense que tous les clubs sont au point. Moi je ne peux pas dire que Mazembe est venu s'amuser, non. Le nom par le nom d'ailleurs, ça vous dit que c'est un club organisé. Donc nous jouons un grand match, nous commençons avec un grand match. Donc cette rencontre de Kouya Mazembe, et ça sera une grande rencontre. Malgré les départs de quelques cadres, Kouya, malheureux deuxième l'année dernière, joue les titres. Non, écoutez, moi je l'ai dit hier, vous avez des images, je pense que moi je joue que la tête. Je ne joue que la tête. Donc AC Kouya ne pourra jamais, même si j'arrivais à la Ligue 1, je jouerai toujours la tête pour aller en Afrique. C'est ça mon souhait le plus ardent. Moi je ne peux pas accompagner les autres, je pense que nous avons les capacités de faire mieux aussi que les autres. Ce que le chef de l'État, à travers le ministère du Sport, a fait pour le football congolais, nous sommes là que pour leur dire merci. Pour sa deuxième sortie, le club du coach Diego affrontera MK. Marcel Chivodika-Lala a donné la précision sur la reprise des activités à la Fédération des badminton de la RD Congo. Il a confirmé l'organisation de la Coupe du Congo de la discipline badminton. On fait le point avec Ndaye Mathurin Ilambouchi. La Fédération des badminton du Congo, par le biais de la direction technique nationale, a repris avec des activités de la boule qui vole au lycée Diankemba, ex-Ntinouene, dans la commune de Limete. Marcel Chivodika-Lala, le directeur technique national, a confirmé que la pandémie n'a pas pris le dessus sur la discipline. Et après cette pandémie de Covid, nous avons repris les entraînements et nous sommes très heureux de vous annoncer que tous nos athlètes sont en bonne santé. Et avec cette reprise des entraînements, nous voulons vraiment capitaliser pour que les niveaux puissent être vraiment comme c'était avant. À l'occasion, le programme de cette entité sportive a été dévoilé pour l'année 2020. À toutes les provinces badminton, c'est-à-dire où les ligues fonctionnent normalement, de pouvoir reprendre avec les activités. Alors nous, à la direction technique, nous avions établi un petit plan pour les 3 mois qui restent, c'est-à-dire le mois d'octobre, de novembre et de décembre, afin de les aider à préparer les championnats nationaux qui pourront se dérouler ici à Kinshasa au mois de décembre. Et sur les plans internationaux, voire même africains, il y a les webinaires qui passent. Tout d'abord, nous avons les webinaires sur l'arbitrage. Il y a également le webinaire sur l'entraînement, la haute performance en badminton. Là, nous aurons 3 entraîneurs qui vont suivre ça. A noter que la Fédération de badminton de la RDC s'active pour la matérialisation de la prochaine Coupe du Congo de la spécialité prévue pour fin 2020. Vous aviez sans doute reconnu la voix de Papi Katassi Menakumbundu dans ces reportages. Nous allons à présent apprendre l'actualité africaine en bref avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique, VOA. Le djihadiste mauritanien Fawaz Ould Ahmed a revendiqué être l'auteur de l'attentat qui a fait 5 morts au bar-restaurant La Terrasse en 2015 à Bamako, disant avoir agi par vengeance après la publication de caricatures du prophète Mahomet par Charlie Hebdo. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a défendu les valeurs religieuses ce mercredi, se prononçant contre les insultes au prophète en pleine polémique sur les caricatures de Mahomet dans le monde musulman. Les Tanzaniens ont voté ce mercredi pour choisir leur président parmi 15 candidats.
Tundu Lissu, principale challengère du président sortant John Magufuli, a dénoncé des irrégularités de grande ampleur menaçant l'intégrité du scrutin. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est placé en quarantaine après avoir appris qu'un convive à un dîner de charité auquel il a participé a été contrôlé positif au coronavirus, a annoncé la présidence, ajoutant qu'il ne présente aucun symptôme. Une page noire dans ce journal décédé depuis quelques jours ici à Kinshasa. C'est mercredi 28 octobre 2020 qui est intervenu l'inhumation de Papa Bomeme Bosako Donatien, ancien secrétaire des directions et cadre à la chaîne de télévision Antenne A au cimetière de Kinkole. Bien avant cela, ses amis, la famille biologique et les collègues des services d'Antenne A lui ont rendu des derniers hommages à la sortie de sa dépouille de la morgue de l'hôpital Mabanga, situé à Yolo, dans la commune de Kalamou. Papa Donatien Bomeme laisse une veuve et plusieurs enfants, que son âme trouve le repos éternel. Tout ce que le Père fait, l'a montré au Fils. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Alléluia. Nyoso bokonza papa kabolanga na bana o yango nandimaka mpo apesanga bokonzi ye ya esamata na mata na ye longo tobanda kokabola o bokonzi anga na ye mokonzi mati nga mpe na mati eye bokonzi ye tokabolanga elongo ye. Oh Père, mokonza mati yeye yananga mati yeye yesu yesu mokonza mati elonga papa nazotambola nango likambo ya kokama moleloko ninyango ngaiko estana pona mana basemele ngara katinga mayo. C'est par cette triste nouvelle que nous mettons un terme à ce journal, mais bien avant de nous quitter, voici les principales articulations à retenir. Le président Félix Tshisekedi appelle à l'engagement et à la solidarité africaine pour éradiquer les forces négatives et terroristes opérant dans la partie est de la RDC. Plaidoyer qu'il a fait dans son mot à l'occasion du colloque sur les 80 ans du manifeste de Brazzaville, capitale de la France libre. Célébration ce mardi à Kinshasa du 20e anniversaire de l'adoption de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies et du vernissage du glossaire des termes de la dite résolution. Le vice-gouverneur de Kinshasa a représenté le numéro 1, Jean-Tini Ngobila, empêché. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous tous de l'avoir suivi et au revoir.